Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita, www.studiocalita.com. Vous nous trouvez sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur notre site. Et je suis avec vous aujourd'hui pour une spéciale Alia Story. Alors ouvrez bien vos oreilles parce qu'elle va être passionnante, je peux vous le dire. Elle s'appelle Michèle Mazel, elle est à mes côtés. C'est une femme d'ambassadeur entre autres, mais elle est aussi auteure. Elle a fait plein de choses, elle a bourlingué, on peut le dire. Bienvenue. Merci. Merci. Je suis ravie de me trouver dans les studios de Qualita, une très bonne initiative. Et je dirais à l'éveil, comme on dit chez nous, qu'il y avait eu quelque chose comme ça quand je suis venue en Israël il y a maintenant plus de 50 ans. Ce qui me fait penser souvent à la chanson d'Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Parce ça a changé. Oui, Israël, il y a plus de 50 ans, n'était pas du tout comme ça. C'était encore un petite ville, Jérusalem est encore une petite ville provinciale. Ça a été un des problèmes d'adaptation pour quelqu'un qui arrivait de Paris. Mais il y avait quelque chose de très, très sympathique dans cette Jérusalem de 1966. C'était le sentiment de solidarité, le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de m'as-tu-vu parce qu'il n'y avait pas de quoi être m'as-tu-vu. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de machine à laver la vaisselle. Les rapports étaient très vrais, très simples. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, juste pour vous présenter un petit peu plus avant, donc vous appelez Michèle Mazel, vous avez 3 enfants, vous êtes 7 petits-enfants. Attention. Il ne faut pas les oublier, vous avez raison. Vous êtes la femme de l'ambassadeur Zvi Mazel, oui. bien sûr, bien connu de tous et de toutes ici. Je préfère de dire qu'il est le mari de la femme de l'ambassadeur. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et voilà, et vous êtes auteur, vous avez écrit plusieurs livres, on va y revenir, des livres que vous avez publiés en français, en anglais et en hébreu, bien évidemment. Voilà. Alors, par contre, on commence que votre vie est tellement riche que c'est difficile de tout raconter. Mais enfin, on va essayer de commencer par le début. Donc, vous êtes étudiante à Sciences Po. On va prendre ce point de départ là. Voilà. Et à la rentrée, il y a le fameux cocktail d'accueil pour les étudiants étrangers. Sciences Po Paris, bien évidemment. Toujours Paris, Coquerie. Voilà. Et donc, comme je suis activiste de nature, je suis dans le comité et je suis avec un camarade et on accueille les étudiants étrangers et je vois un rouquin flamboyant avec écrit Israël qui est en train de parler avec un Égyptien, un petit brun râblé. Et je prends un collègue, je dis bien, on va les séparer avant que la Troisième Guerre mondiale ne commence. Donc, je fonce sur les deux. Après, il s'est avéré que l'Égyptien était juif et communiste, mais ce n'était pas mieux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur mari. Ça a été, je ne sais pas si ça a été le coup de foudre, mais ça a été pas loin de ça. Et donc, chacun a terminé ses études. Moi, je faisais aussi le droit. Attention, il faut enlever les chapeaux, parce qu'à l'époque, on faisait Sciences Po et le droit. Sciences Po, c'était 3 ans, le droit, c'était 4 ans. Et après ça, j'ai eu une bourse Fulbright pour aller étudier la science politique aux États-Unis. Je suis donc partie. Pendant ce temps-là, on s'écrivait pratiquement 2 fois par jour. Et quand je suis rentrée, ça a été ça. On s'est mariés à Paris. Et on n'est pas encore parti tout de suite parce qu'il fallait que mon mari finisse son 3e cycle, vu que ayant fait le service militaire, il avait ça plus tard que moi. Donc je suis arrivée en Israël en 66, qui n'était pas une époque terrible. Premièrement parce qu'à ce moment, c'était l'époque, enfin qui s'en souvient, il y avait beaucoup de problèmes, sociaux. C'était pas vraiment une époque extraordinaire. J'ai eu du mal à trouver du travail. Parce que j'avais beau parler français et l'anglais, mon hébreu n'était pas terrible. Et puis 67, ça a été la guerre de 6 jours. Ça a été, comment dirais-je, intéressant. Ça a été intéressant. Mais quand même, j'avais réussi. Finalement, en 69, j'avais 3 jobs. Parce qu'il fallait bien quand même. Mon mari était rentré aux affaires étrangères, mais ça allait manger quand même. Ah oui, c'était à l'époque, il touchait 20 livres par jour, mais uniquement pendant les jours ouvrables. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères a toujours été le parent pauvre en Israël. On l'aime pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et les gens qui vous disent tous qu'ils seraient capables d'être ambassadeurs sans difficulté n'ont pas beaucoup de sympathie pour ceux qui sont ambassadeurs en vrai. Et donc, en 69, je faisais... Et j'étais devenue speakerine d'un Kol Israël en français,
Ensuite, j'allais à la faculté de droit où j'étais devenue assistante du professeur Samir pour travailler sur certaines questions. Et l'après-midi, je faisais des traductions pour faire bouillir la marmite avant d'aller à minuit à Kol Israël pour faire Kotion la Gola. C'est pour vous dire que j'étais... La vie était bien voilà. riche et dense. Ce qui ne m'avait pas empêché d'avoir un deuxième enfant. Donc, j'avais 2 enfants, voilà. À l'époque, vous aviez 2 enfants et il n'était pas encore parti pour son Voilà, premier... on est parti en 69 voilà. pour Madagascar. J'étais ravie parce que Madagascar, c'est un endroit où on parle français. Et ce qui était quand même sympathique. Et donc, et à l'époque, c'était 69, Israël, c'était quelque chose de fabuleux. La guerre de 6 jours, la victoire, c'était vraiment... Donc l'image d'Israël dans le monde était excellente. Au plus haut. Excellente. En plus, Madagascar, à l'époque, avait comme qualité qu'il n'y avait pas d'ambassadeur des pays communistes ni des pays arabes. Donc, pour ainsi dire, le paradis. D'accord, c'était très calme. Jusqu'au moment où il y a eu une révolution. Bien sûr. Vous étiez là, bien évidemment. Ah, évidemment, écoutez, il a fallu... Où on a été, il y a eu des révolutions. Comme je l'ai dit. Des changements et des révolutions On a importantes. sablé le champagne quand mon mari a pris sa retraite de la vie diplomatique. Ça fait des vacances pour les méninges des autorités israéliennes, on va dire. Voilà. Ok. Donc vous êtes à Madagascar. Donc la révolution arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est pas sympathique parce qu'on se souvient peut-être que Madagascar étant une île, anti-Wedo comme on dit, on s'est trouvé complètement coupé du monde pendant à peu près 3 semaines. Il n'y avait plus ni liaison aérienne ni bateau. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, etc. Et il y a eu quelques moments de flottement, mais enfin, la révolution n'était pas spécifiquement dirigée contre les étrangers, mais quand même, ça a amené à un changement de régime, et le nouveau régime a accueilli avec enthousiasme les quelques représentants des pays arabes, et c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec un ambassadeur égyptien. C'était extraordinaire, parce que il y avait une grande réception à l'ambassade de France. Mon mari n'était que le 2e secrétaire, mais il y avait eu un cyclone et l'ambassadeur était coincé à l'île Maurice. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le matin, coup de fil à l'ambassade d'Israël et on dit voilà, puisque l'ambassadeur ne peut pas venir, est-ce que le premier secrétaire peut venir pour tenir la place ? Ce qui n'était pas une façon très élégante, mais enfin on a dit oui. On a dit oui, bien que le premier secrétaire en question avait le pied dans le plâtre et sa charmante épouse était enceinte de 8 mois. Donc, il a fallu en catastrophe trouver robe et coiffeur. Et donc, on est arrivé ce qu'on appelle Zoug Mishamaïm en hébreu. Lui, avec le pied dans le plâtre et une petite chaussette. On ne va pas s'ennuyer avec vous, Michel. Voilà. Et moi, donc... la première chose que j'ai fait, c'est de m'asseoir. Bien sûr. Et l'ambassadeur égyptien est arrivé avec son épouse. Et elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, elle connaissait personne. Elle a vu une petite dame sympathique, assise et très enceinte, assise sur un... Elle s'est assise à côté de vous. On a commencé à bavarder en français. À un moment donné, il y a l'ambassadeur qui a dû demander avec qui sa femme parlait. Et on lui a dit, quand on a entendu qu'il parlait avec la femme d'un Israélien, il lui a crié, mais vraiment crié. À l'époque, je ne parlais pas l'arabe. Et elle s'est levée précipitamment et m'a laissée. C'est pas terminé comme ça. On est passé à la salle à manger et c'était une porte à double battant et il était devant moi. Et moi, j'avançais de mon pas de sénateur et il a laissé le battant revenir vers moi. Heureusement, il y avait un autre diplomate qui a réussi à attraper la porte. Tout le monde était stupéfait. On s'attendait à ce qu'il s'excuse et qu'il dise qu'il ne m'avait pas vu. Il l'a pas dit. Ben non. Ben non, mais ça m'a fait un choc, voyez-vous, parce que a priori, moi, ayant grandi en France, j'avais rien de spécial contre l'Égypte. Et de toute façon, il me semblait que on pouvait avoir des différences sur le plan politique, mais en se rencontrant dans des réceptions diplomatiques, on pouvait se conduire de façon plus civilisée. Alors justement, Michel, vous êtes à Madagascar avec ce diplomate égyptien. Alors vous prenez une veste entre guillemets, c'est pas très agréable. Comment de là justement vous arrivez avec votre mari en Égypte? Ça, c'est une histoire qui est assez drôle parce que entre donc Madagascar et l'Égypte, vous êtes reparti en Israël? Non, on est allé directement à Paris. Ah, okay. On est allé à Paris donc en 73, qui était assez triste parce que quand même juste à temps pour la guerre de Kippour, qui a été très éprouvante pour moi parce que je me retrouvais en France. Finalement, pas tellement longtemps après l'avoir quitté, et je me rendais compte que l'ambiance en France à ce moment-là avait changé.
c'était quelque chose d'assez étonnant. Souvenez-vous du ministre des Affaires étrangères disant est-ce qu'on peut dire que c'est une agression quand l'Égypte essaye simplement de récupérer les territoires qu'elle a perdus. Et les articles absolument épouvantables qui étaient publiés dans la presse. Mais seulement à ce moment-là, mon mari avait été chargé des relations avec le Quai d'Orsay à l'ambassade. Et il s'est aperçu que les gens du Quai d'Orsay, ils parlaient tous l'arabe, et lui, il ne parlait pas l'arabe. Alors ça l'a énervé, et il a donc décidé d'apprendre l'arabe. Et il a donc suivi des cours d'arabe intensifs à Paris. Et je dirais que c'est là qu'a commencé son roman d'amour avec peut-être l'Égypte, peut-être les pays arabes, peut-être la langue arabe, surtout la langue arabe. Ce qui fait que quand on est rentré en Israël en 1977, il a commencé à s'occuper des affaires arabes. Quand la paix a été signée avec l'Égypte, on lui a demandé s'il voulait partir en Égypte comme conseiller. Moi, comme j'ai dit, moi, j'avais absolument rien contre l'Égypte. Je trouvais que c'était un pays fabuleux. Famille et amis m'ont dit vous êtes complètement fous, vous n'allez pas emmener des enfants israéliens en Égypte, ça n'a pas le sens commun. Puis on s'est dit pourquoi pas, et on a dit oui, et j'avais regretté. Donc effectivement, on est arrivé en 80 en Égypte. Avec les enfants. Alors, moi, j'avais pensé les mettre au lycée, puisqu'ils avaient été à Madagascar, ils avaient été à Paris. Au lycée français. Ils parlaient français. Et hébreu aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que le lycée français du Caire fermait le vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les catholiques, et travaillait le samedi. Ce qui fait que c'était un peu difficile pour les gens de l'ambassade. Donc, on a mis les enfants à l'école américaine, ce qui fait qu'il a fallu leur donner des cours d'anglais. Mais je dois dire que ça a été vraiment extraordinaire parce que l'école américaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer en Israël. C'est quand la petite qui avait 10 ans, au bout d'un mois, je reçois une lettre de la maîtresse qui me dit écoute, le nombre d'enfants dans la classe étant arrivé à 19, il est impossible de continuer comme ça, donc la classe va être divisée, votre fille va rester dans la classe originaire qui va être réduite à 16. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vous parle pas de la piscine, je vous parle pas... C'était l'Amérique, quoi, comme on dit. C'était l'Amérique, voilà. Ok, alors donc vous êtes en Égypte, je crois, jusqu'en 1983. Oui, parce que la grande allait à l'armée, donc au lieu de rester encore, on nous avait proposé. Mais je voudrais quand même revenir sur cette époque, parce qu'on dit au début ça devait être fabuleux. Oui et non. Le peuple en Égypte, les gens nous avaient accueillis très très bien, parce qu'ils s'imaginaient avec la paix avec Israël, leur situation allait s'améliorer, leur situation économique. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais les élites, non. Les élites ne vous ont pas très bien accueillis. Notre ambassadeur, Eliaou Ben Elissar, qu'il repose en paix, il a mis 1 an à trouver une maison. Personne ne voulait louer pour or ou pour argent. Personne ne voulait louer une villa à l'ambassadeur d'Israël. Ouais. Les idées de Nasser étaient encore bien présentes en Égypte. Elles sont toujours. Entre les idées de Nasser et les extrêmes et les ultra-religieux, Israël, il n'était pas question. Et c'est étonnant parce qu'il y avait cette dichotomie entre les gens dans la rue qui étaient tout à fait prêts à nous parler, à discuter avec nous, et la bonne société qui nous regardait. C'était curieux. Bon, que voulez-vous ? Il y avait déjà des articles pas sympathiques, mais enfin, dans l'ensemble... Ça allait plus ou moins. Surtout, on a fait découvrir l'Égypte aux enfants, et je crois que c'était ça qui était absolument fabuleux. Et vous savez, partir en voiture, leur montrer les pyramides, leur montrer un peu... C'était un tel bonheur, si vous voulez. Et les enfants étaient tellement heureux à l'école américaine, après un début très difficile, je dois dire, parce que ils n'ont pas été accueillis. En tout cas, d'un point de vue familial, c'était une belle aventure. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, vous en arrêtez, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez continué votre périple. Et puis, je crois qu'en 89, vous êtes arrivé en Roumanie. Absolument. On était resté 6 ans en Israël, entre l'Égypte 1 et... Parce que les enfants, justement... devaient faire leur service militaire. Alors, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un à la maison pour qu'il y ait des repas chauds, pour qu'on repasse etc., etc. Mais en 89, donc... Tzvi est nommé ambassadeur en Roumanie. C'était à l'époque encore Ceausescu. Et lorsque Tzvi a eu son pot d'adieu en mois d'août, il a dit que Ceausescu ne survivrait pas à sa présence en Roumanie. Enfin, il l'a dit. Voilà. Et ça a été effectivement le cas, puisqu'au mois de décembre, on s'est trouvé
en pleine révolution. C'était pas, je dis ça en riant, mais c'était pas forcément très drôle. Surtout que quand la révolution a commencé, on ne savait pas quand elle allait finir. Si on avait su que ça durait plus ou moins 3 jours, on aurait été beaucoup plus détendu. En fait, je me suis retrouvée évacuée vers l'ambassade, puisqu'on ne pouvait pas rester à la résidence. Et donc, pendant 3 jours, j'ai eu le privilège de dormir sur le tapis du bureau de mon ambassadeur. Ça, c'est pour tous les gens qui pensent à la vie dorée des diplomates. Ce n'est pas toujours le cas. Si, mais enfin, il y avait quand même quelque chose de pas mal, c'est que je venais de les donner à nettoyer. Oui, c'était propre. Alors, c'était quand même... Non, écoutez, c'est des choses importantes. Il ne faut pas négliger ce genre de détails. C'était quand même éprouvant. Et les enfants se sont fait beaucoup de soucis pour nous. Je dois dire qu'on leur a bien rendu, puisque à peine 2 ans plus tard, il y avait la guerre du Golfe, et c'était nous qui dormions pas la nuit, parce qu'il y avait des attaques sur Jérusalem où se trouvaient les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, après la Roumanie, avec un petit passage, je crois, en Israël, ensuite. Un passage pas tellement petit, puisque ça durait pratiquement 4 ans, ouais. Pendant lequel... mon mari, qui avait été directeur général adjoint du ministère pour les questions africaines, s'est promené à travers toute l'Afrique, en particulier renouant les relations diplomatiques, etc. Et on est reparti en Égypte. Voilà, donc vous avez aimé l'Égypte, parce que j'imagine que pour rechoisir une destination, pour accepter de retourner dans une destination où on a déjà séjourné, on a déjà travaillé, c'est que quelque part, il y avait quelque chose... Premièrement, on avait beaucoup aimé le pays et les gens, parce que à la base, les Égyptiens sont des gens très sympathiques quand ils ne sont pas... endoctrinés. Et ensuite, finalement, le fait que ce soit qu'on y soit retourné, et pour nous, c'était quand même plus facile, parce que on connaissait quand même pas mal de gens, on connaissait la ville, et pas tous les gens qu'on avait connus lors de notre premier poste nous ont tourné le dos quand on est arrivé pour la 2e fois. Mais, l'ambiance avait quand même beaucoup changé. Il y avait eu 15 années d'articles épouvantables sur Israël. Il y avait une ambiance tout à fait mauvaise, qui fait que même le soi-disant... Vous n'aviez pas peur, vous, en tant que femme Écoutez, blonde, je ne sais pas Égypte, pourquoi. Vous n'aviez pas peur? Je ne sais pas pourquoi. En plus, il y a eu quelque chose de très drôle. Donc, mon mari était super protégé. Il fallait voir quand il quittait la résidence. Alors, il avait une voiture blindée, un chauffeur israélien armé, un garde du corps israélien armé et deux voitures d'officiers égyptiens armés pour l'accompagner. Vous vous souvenez de Don Corleone dans Le Parrain? Bien sûr. Voilà, alors ça c'était lui. Mais moi, j'avais rien. Alors quoi, vous n'étiez pas surveillé? Rien. On regardait pas sous votre voiture? J'avais pas de voiture. Attendez, je dois y arriver. Et, probablement, les services secrets israéliens, égyptiens et les terroristes étaient tous tombés d'accord que j'étais tellement gentille que personne ne voudrait me faire du mal. Et donc, je n'avais aucune protection. Je pouvais me promener à pied. Oui, vous, non. À pied? Ah oui, je me promenais à pied. Alors, la seule chose, c'est qu'il fallait pas que je dise qui j'étais. D'accord. Et hypothèse d'école, je vais chez un grand coiffeur. Je ne peux pas dire qui je suis. Alors, vous savez que dans le monde diplomatique, vous êtes la femme de l'ambassadeur, on vous assoit. Vous n'aviez aucun avantage de ce type? Non seulement ça, je n'avais pas le droit d'utiliser la voiture de mon époux. C'était une vraie galère, quoi. Alors, attendez, non, c'était très intéressant. Lui, il avait donc cette voiture pour laquelle, attendez, dans cette voiture, donc, il n'avait pas l'usage uniquement pour son travail. Il payait donc comme avantage en nature, connaissait le système israélien. Et alors moi... dans sa grande bonté, le ministère mettait à ma disposition une voiture de location qui changeait toutes les 3 semaines pour qu'on ne puisse pas me repérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais un chauffeur, parce que moi, je me refuse absolument... Vous aviez un chauffeur. Alors, un chauffeur qui était le chauffeur qu'on avait pris quand on avait été première fois. La première fois. Et donc, je me baladais avec lui. Et comme les Égyptiens sont extrêmement physionomistes, tout le monde le connaissait. Donc, quelle que soit la voiture, tout à fait. Mais comme on me changeait la voiture toutes les 3 semaines, il y a eu un épisode assez drôle. J'avais été de réception chez la femme de l'ambassadeur de Roumanie. Et l'ambassadeur me raccompagne et il me dit, j'attendais le chauffeur, il me dit quelle est ta voiture? Et je ne savais pas parce qu'il avait été la changer. Donc je lui dis, je ne sais pas. Et il me dit, quelle est sa couleur? Et je dis, je ne sais pas. Il m'a regardé d'un drôle d'air et à ce moment-là, le chauffeur est arrivé avec une Toyota rouge. Okay. J'ai vu l'ambassadeur me regarder en disant, quelque chose qui ne va pas.
Mais ça fait des bons souvenirs. J'imagine. Alors justement, vous avez parlé brièvement de la tension quand on est ambassadeur, de ce qu'il y a autour comme protection, comme sécurité. Comment c'était parce que ça, vous ne nous en avez pas parlé, lorsque vous étiez avec vos enfants en Égypte ou en France, c'était aussi tendu que ça? Alors, en Égypte, la première fois, si vous voulez, passons d'abord avec la France, parce que chronologiquement, alors c'était en France que ça a été le plus difficile. Pourquoi le plus difficile ? Parce que vraiment, on avait des consignes absolument draconiennes. Donc, s'il descendait, il devait contrôler qu'il n'y avait rien qu'on avait mis sous sa voiture. Il devait ouvrir le capot pour voir qu'on. Donc, mais surtout, les enfants qui allaient à l'école israélienne. À l'époque, il y avait une école israélienne à Neuilly. Il y avait un car de ramassage qui passait avec gardes israéliens armés et voitures de police aussi. On est prêt à prendre tous les risques pour soi, mais on est quand même un peu stressé. Et alors, l'appartement où nous vivions, qui est sur la rue Charles Floquet, pour qui ne connaît Paris, c'est juste à côté du Champ de Mars, était un point de ramassage. Et on avait négocié avec le concierge que, moyennant une petite douceur chaque mois, il laisserait les enfants attendre dans le hall de l'immeuble. Jusqu'au jour où le concierge est venu me voir et me disant que c'était plus possible, les enfants devraient attendre dehors. Alors j'ai essayé de voir avec diplomatie si c'était question de rallonger l'enveloppe, et il a dit non, mais il y a un des locataires qui a dit que si ça continuait, lui, il allait quitter son appartement. J'ai dit, mais pourquoi ? Il s'est dit que si jamais il y avait un terroriste qui rentrait attaquer les enfants israéliens, lui, passant innocent, risquait d'être atteint lui aussi. Sympathique quand même, non ? Ouais. Très sympathique. Bon, alors les enfants donc attendus dehors quand il neigeait ou quand il faisait pas. C'était quand même une sale ambiance. C'était une sale ambiance. C'était en 1973, je crois, à peu près. Oui, c'est ça. C'est 73 à 77 quand il y avait. Mais enfin, écoutez, les enfants étaient contents parce qu'ils parlaient bien. Ils parlaient à la fois anglais, bien français. Et quand même, ça a été excellent parce qu'ils ont pu, ces 4 années dans l'école israélienne leur ont permis quand même de rattraper le retard qu'ils avaient en hébreu. Parce qu'on avait beau parler hébreu à la maison à Madagascar, c'était pas si bien que quand on est rentré en Israël en 77, ils n'ont pas eu trop de difficultés. Pas trop. Alors justement, on revient dans la chronologie. Là, on est en 1996. Vous êtes en Égypte. Vous restez 5 ans. Pendant ce temps-là, la deuxième intifada éclate. Comment ça se passe pour vous là-bas ? Que voulez-vous que je vous dise ? Et c'est-à-dire, ce qui était surtout terrible, c'était les attaques qu'il y avait dans la presse, à la radio, les gens qui réclamaient qu'on renvoie l'ambassadeur, etc. D'un autre côté, vous savez, il y avait quand même ce petit jeu diplomatique qui fait qu'on allait dans les réceptions, qu'on allait dans les dîners. On était d'une certaine façon un peu isolés dans la vie diplomatique. Moi, je dis, je menais une double vie. Un petit peu schizophrène. Oui, voilà. Dans la journée, j'étais Madame Michel, n'est-ce pas ? Okay. Une Française, par définition, qui se promenait dans le pays, qui allait au marché, qui allait se promener, qui allait ramener le soir, vous étiez la femme de l'ambassadeur. Oui, mais que de temps en temps, je rencontrais aussi des amies égyptiennes que je m'étais faites lors du premier séjour. Mais c'était toujours pas chez moi, elles ne venaient plus pas venir à la résidence, on se retrouvait au restaurant. Et si par hasard, une autre amie égyptienne que je ne connaissais pas venait, au lieu de dire « c'est mon amie, la femme de l'ambassadeur », c'est Michel. Mon ami Michel. Bon. Ouais, bon, on imagine que les tensions devaient être quand même assez importantes. Donc, alors après cette période-là, vous revenez en Israël et puis ensuite, vous partez en Suède. Non, on part de nouveau en Égypte. Non, on rentre. Voilà, c'est la deuxième fois. On part en Suède. Et alors là, je me suis dit, bon, ça y est, la Suède, un royaume, je vais danser au palais, je peux sortir ma robe longue après toutes ces années. Et à ce moment-là, je suis arrivée. le Moyen-Orient. Et je suis tombée sur quelque chose qui m'a absolument sidérée, c'est de voir à quel point Israël était attaqué en Suède. Alors ça, c'est quelque chose que je comprenais pas. Bon, mon mari comprenait, mais lui, c'est toute une tradition, etc. Mais je n'arrivais pas à voir à quel point
La presse, je vous dirais un article dans la presse qui dit tant qu'Israël occupera la Palestine, la haine des Juifs partout dans le monde est justifiée. Pardon ? On va haïr un juif en Argentine parce qu'Israël occupe ou n'occupe pas. Vous n'arriviez pas à comprendre cette haine d'Israël. Et ça a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Ensuite, il y a eu une journée absolument invraisemblable à l'université de Stockholm. C'était la journée de la Palestine. Bon, on a invité... En même temps, bon. On a invité l'ambassadeur d'Israël à venir à un séminaire de clôture de la journée. Alors la journée, ça avait été chant de Palestine, nourriture de Palestine, histoire de Palestine. Et il y avait à 6 heures un truc. Alors on a dit à Tzvi, c'est pas la peine d'y aller. Et il a dit, il ne sera pas dit qu'on a invité l'ambassadeur d'Israël et que l'ambassadeur d'Israël a refusé de venir. Donc on a été. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques partisans d'Israël et quelques étudiants juifs qui sont venus ici. Donc il y avait peut-être 2 tiers qui étaient absolument contre. Et un tiers qui... Bon. Et l'ambassadeur de Palestine, qui a une chose comme ça à Stockholm, qui a commencé son discours. Parce que Tzvi avait fait son discours, le compromis indispensable, la paix, enfin, ce que j'appelle... Oui. L'ambassadeur de Palestine se lève et commence à raconter les horreurs de l'occupation. Et il dit, savez-vous que quand une femme palestinienne enceinte passe dans les rues de Jérusalem, la soldatesque israélienne s'amuse à parier si c'est un garçon ou une fille et on lui ouvre le ventre pour voir qui a raison. Oh mais non. Écoutez, j'étais ça. Je me disais, enfin, c'est pas possible. Donc, Égypte, votre mari a dû réagir. Non, mais je comprends bien. Mais ce que je veux dire, c'est en Égypte, on n'a jamais entendu des insanités pareilles. Et alors là, naturellement, le public, bon, c'était hallucinant. Bon, on a répété. Et ce qui était le plus beau quand même, c'est quand les discours ont été terminés et que Tzvi est redescendu, les étudiants arabes, il y en avait beaucoup, ils sont tous précipités pour lui poser des questions à lui. La sécurité était hystérique parce que lui était descendu, il était à portée de couteau. Et ça s'est beaucoup mieux terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous dites, c'est pas possible. On est en Suède, que quelqu'un dise des insanités pareilles. En Suède, on est après les années 2000. Donc, oui, absolument. Vous dites, c'est pas possible. Ça veut dire, et les gens ne savent pas. Les gens vous disent, en 1948, l'armée israélienne a conquis la Palestine. Ah, et j'ai dit d'où elle venait. C'est vrai, d'où elle venait. Qu'est-ce que ça a? Quelle importance? Vous arrivez, vous heurtez à des gens qui ne veulent pas savoir et qui savent en fait rien. On a eu un député qui faisait partie de l'association amicale Suède-Israël, il y en a, qui m'a dit un jour, est-ce que l'hébreu qu'on parle à Haïfa est très différent de celui qu'on parle à Eilat? Il faut comprendre que la Suède est un pays très long et qu'effectivement, il y a des différences entre les dialectes. Mais ce que je veux dire, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Et c'est ça qui est un peu dramatique, c'est qu'on est coincé parce que les gens vous discutent, vous accusent de choses. Heureusement que j'avais fait Sciences Po. Heureusement que je savais me défendre. Donc vous apportiez de l'eau au moulin des détracteurs, non pas des détracteurs, mais des défenseurs d'Israël. Parce que il faut dire quelque chose. Du temps de Saddam Hussein et aujourd'hui, par exemple, du temps de la Chine, jamais, au grand jamais, quelqu'un ne viendrait ou ne serait venu parler à la femme de l'ambassadeur d'Irak et lui dire que Saddam Hussein était un boucher, ou aujourd'hui ne viendrait dire à la femme de l'ambassadeur de Chine que la Chine n'est pas démocratique. Oui, les choses étaient complètement Mais la femme de l'ambassadeur d'Israël, comme on dit, alors là, Rofchi à la barre, c'était... on pouvait tout vous dire. Ah, écoutez, on pouvait tout vous dire, on pouvait m'attaquer. Et ce qui était encore pire, c'est pas pire, mais le nombre de fois où je rejoins 2-3 amis, il y a une 4e femme que je connais pas, et elle entend que je suis israélienne, et elle met carrément ses mains derrière le dos pour pas me serrer la main. Vous savez, la première fois que ça vous arrive, ça fait bizarre. Bon, tant pis pour elle. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Bon, alors justement, la Suède, ça nous fait écho à une histoire retentissante, l'exposition Snow White. On n'a pas parlé de Roumanie, on n'a pas parlé de la Roumanie. Parlé de la Roumanie, on va en parler. Mais aussi, la Suède, Snow White. Mais Snow White, c'était quand même une affaire. C'est quelque chose incroyable. Oui, c'est incroyable et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment typique de ce qui se passe
à l'époque moderne. Parce que l'histoire personne ne l'aurait su s'il n'y avait pas eu une équipe de télévision sur place. Alors le cas, c'est donc en janvier 2004, la Suède organise un séminaire sur le thème de l'Holocauste. Et le thème de l'année, c'était prévenir le prochain Holocauste à temps. Et dans le cadre de ce séminaire, il y a un cocktail d'ouverture qui se trouve au musée d'histoire de... Avec une exposition. Alors oui, absolument, organisée par le gouvernement suédois sur le thème « Une seule personne peut faire la différence ». C'est très bien. Et à ce moment-là, on commence à entendre, alors qu'on s'apprête à partir, que dans le métro, les grandes affichettes annonçant le cocktail représentent, elle s'appelle Jaradi, la femme qui s'est explosée au Café Maxime, 21 morts, des dizaines de blessés, et c'était terroriste. Et c'était encore très très proche. Nahon. Donc on arrive, on rencontre des représentants de la communauté complètement affolés qui nous conduisent à la Oui, parce que vous n'avez pas fini votre phrase, mais l'affiche représentant le musée, c'était une de l'exposition de cet artiste, voilà. On va dire entre guillemets, avec une espèce de représentant de barque, je crois. Non, c'était juste sa photo juste dans le sa métro. Photo, okay. Mais on arrive dans la cour du musée. Et là, vous voyez carrément l'œuvre. Et il faisait nuit. Et il y avait 4 grands spots qui éclairaient le petit bassin de cette cour où quelqu'un avait mis de la teinture rouge et qui représentait le sang. Et sur cette voguait un petit bateau en bois sur lequel était la terroriste toute maquillée, toute belle. Et il y avait écrit Blanche-Neige. Alors, on est resté un peu interloqué. Et donc c'est là que mon mari, j'avais dit qu'il avait des rouquins. Et donc il avait le sang chaud. Voilà. Alors il a débranché 3 des spots. Il les a débranchés tous les 4, mais le 4e il a flanqué dans l'eau. Alors bref, vous savez, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Prendre une coupe de champagne et dire très intéressant. C'est étonnant. En tout cas, ça. S'il n'y avait pas eu une équipe de télévision, je crois que personne n'aurait entendu parler de cette histoire. Ça a fait grand bruit. Ça a fait grand bruit. On a dit comment un ambassadeur se conduit comme ça, c'est pas possible. En même temps, c'était insupportable pour lui. On peut comprendre. Écoutez, comme il a dit, c'est le sang de mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, oui. Alors donc on n'a pas parlé de la Roumanie effectivement, vous avez été séjourné là-bas avec votre mari qui était ambassadeur de 89 à 92. Première fois qu'il était ambassadeur, attention. Et on a une superbe maison à tel point que les enfants, quand ils sont venus les enfants qui avaient déjà grandi, quand ils sont venus en vacances, on dit mais maman, pourquoi vous n'avez pas eu une maison comme ça quand on était petit? Mais ça prend du temps. Que voulez-vous, les choses prennent du temps. Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu à vous avant de terminer, parce qu'on a beaucoup parlé de votre mari et de votre vie familiale en tant que femme d'ambassadeur, mais c'est pas évident, non, d'exister par soi-même lorsqu'on est derrière, on va dire, un homme pareil. C'est vrai. Et alors, il y a heureusement, si j'ose dire, la femme de l'ambassadeur a quand même pas mal de choses à faire. Naturellement, je précise tout de suite qu'elle est papillée. Elle est papillée. C'est satisfaisant, ça suffit. Lorsqu'on a eu aussi, vous auriez pu vous aussi prétendre à une carrière de diplomate. Après tout, vous avez fait c'est vrai. C'était mon but. Vous voyez, vous avez fait Sciences Po. Ça suffit d'être la femme de l'ambassadeur. C'est-à-dire, premièrement, c'est passionnant. D'accord. Et ensuite, évidemment, il faut toujours faire très attention parce qu'on peut rien dire. Parce que si on dit quelque chose, on va croire que c'est l'ambassadeur qui le dit, et c'est donc ça représente la position officielle d'Israël. Donc, c'est pas une bonne idée. Je me souviens d'un cas en Roumanie où j'étais assise à côté d'une femme qui était directrice de ce qu'on a appelé une unité agroalimentaire. J'avais compris que l'unité agroalimentaire, ça voulait dire une ferme. Et je dis bêtement, c'est curieux, quand on traverse la Roumanie, on voit tellement de cheptels dans les champs, il n'y a pas moyen d'avoir un verre de lait dans un hôtel. J'avais oublié qu'une femme d'ambassadeur ne doit jamais faire de critique. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, c'est la faute des vaches. Et j'ai rien pu dire. J'ai pas pu dire, mettez la meneuse en prison, peut-être que ça fera une leçon pour les autres. Non, c'était. Il faut. En plus, vous avez l'air d'avoir un franc-parler. Ça doit pas toujours être évident il faut se taire. Il faut se taire, voilà. Il faut dur, se taire. Ça. Ah là là. Bon, mais d'un autre côté. Vous avez fait des gaffes? Non, j'ai fait Sciences Po. Je vous en parle. Oui, d'accord. Attendez. Vous avez du tempérament, donc ça peut arriver peut-être. Non, mais à la limite, je trouve ça drôle parce que
je vois tout de suite au second degré que c'est vraiment drôle, donc je dis rien. Et après, quand on est rentré, donc j'ai raconté à mon mari, bon, et c'est drôle, ça fait d'excellents souvenirs. À la limite, ça fait d'excellents souvenirs. Mais d'un autre côté, alors écoutez, n'oubliez pas que la femme d'ambassadeur, elle doit diriger la résidence. Elle doit diriger le personnel. C'est pas aussi évident. Quand j'étais en Égypte, j'avais 7 domestiques. Attention, je vais me faire assassiner. Les gens vont dire surtout ne dis pas ça. Qui étaient surtout. Vous aviez une petite j'avais une entreprise. Voilà. Et chacun faisait des efforts héroïques pour faire son travail par l'autre. Okay. Et il fallait que je fasse la paix avec tout le monde. Il fallait aussi que je m'occupe de l'entretien de la maison. Or, la femme de l'ambassadeur n'a pas de statut. C'est-à-dire que s'il y a une inondation dans la salle de bain ou dans le jour où j'ai une grande réception et j'ai absolument besoin d'un plombier, je ne peux pas téléphoner à un plombier. Je dois téléphoner au chef d'administration à l'ambassade. C'est compliqué, hein. Attendez, je lui demande qu'il invite un plombier et qu'il n'oublie pas, quand il aura invité le plombier, de prévenir la sécurité, parce que sinon, et c'est arrivé, la sécurité ne laissera pas le plombier entrer à la résidence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, le plombier arrive, on ne le laisse pas rentrer. Donc, je dois faire ça. Le chargé d'administration me dit le plus souvent du monde, quand je te téléphone, « Ken, Michel, bon, l'air de dire, qu'est-ce que tu veux encore ?» Et donc, j'explique, il me dit « D'accord », et puis le temps passe, et je rappelle, « Ah oui, écoute, je suis très occupée aujourd'hui. » Donc, ça peut durer des heures. La troisième fois, je sors ce qu'on appelle en hébreu Neshek Yom Adin, et je dis, tu veux me passer l'ambassadeur ? À ce moment-là, dans les 5 minutes, le problème... C'était réglé. Oui. Bon, alors juste, on pourrait parler encore. Et j'ai pas parlé de mes bouquins. Mais justement, je vais vous poser la question justement pour terminer. Il fallait... Donc, femme d'ambassadeur, vous nous avez parlé de la gestion de la maison et tout, mais vous avez quand même écrit de nombreux livres. Alors, vous nous disiez juste une question, que vous vouliez être vous-même diplomate, mais finalement, vous êtes découvert une vocation d'auteur. Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. Ah. J'ai toujours eu envie d'écrire. Mais si vous voulez, premièrement, les policiers que j'ai commencé à écrire, c'était une façon de dédramatiser justement le monde dans lequel je vivais, dans ce monde où il y avait, on vous disait à chaque fois qu'il fallait faire attention, qu'il y avait peut-être des gens qui allaient vous tirer dessus, que l'ambassadeur était la cible en Égypte, cible numéro 1 avant l'ambassadeur américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'honneur qu'on avait. Ouais, non, ça devait être très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez écrit La Maison du Pacha. Oui. Vous racontez un peu vos souvenirs de femme d'ambassadeur de toute votre vie, parce que vous nous avez raconté en très La Maison du Pacha, que vous êtes invité à aller acheter à la librairie Vice Versa ou chez Alain Michel, avec plaisir, avec mes 3 romans policiers qui sont également là-bas. Et donc, qui existe, la Maison du Pacha, il existe en hébreu sous le nom de Eshet Hachagrir. La femme de l'ambassadeur. Et puis vous avez aussi écrit un autre livre qui s'appelle L'Irkod im Hachagrir. Voilà, alors danser avec pas de deux avec l'ambassadeur sera le titre en français si jamais un jour je trouve un éditeur, et qui était revenir sur les 40 ans d'errance diplomatique. On n'a pas parlé des problèmes qu'avaient les enfants. C'est pas quand même évident de changer d'école tous les 3 ans, de changer de langue tous les 3 ans. C'est tout un tas Vous regrettez cette vie, on va dire, non pas bohème, mais en tout cas cette vie de pigeon voyageur ? C'est intéressant, ça vous coupe un peu du pays par moment. Surtout qu'à l'époque, donc comme je le disais, il n'y avait pas l'Internet, etc. Aujourd'hui, avec Skype, l'Internet, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ça m'a donné énormément. Ça m'a permis de donner l'arrière-plan des romans que j'ai écrits. Et en fait, nos enfants parlent 4 langues, ce qui est déjà très utile dans la vie quotidienne. Et je continue à écrire maintenant qu'on est en Israël. Donc vraiment, j'ai été ravie parce que vous l'avez dit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de représenter Israël, surtout pour une génération comme moi, la génération qui a connu la Shoah. Oui, absolument, et de se dire, voilà, la première fois qu'on était dans la voiture avec le fanion, c'est une vengeance. Je ne sais pas si c'est une vengeance, c'est surtout un sentiment de, allez, je vais dire d'exaltation. C'est ça. De se dire, c'est quelque chose de fabuleux. Et je dois dire quand même ici que j'avais quand même choisi le bon mari, parce que non, n'est pas tout diplomate qui va devenir ambassadeur. Il faut quand même avoir de solides qualités. Alors là, je dois... Bon, tu entends, j'espère. Et c'est beau, elle est toujours amoureuse de son mari, c'est magnifique.
Écoutez, on va fêter nos 54 ans de mariage. On vous souhaite encore de très longues années ensemble. Voilà, on fait un coucou à Monsieur l'ambassadeur. Voilà, on le salue s'il nous écoute. En tout cas, merci d'être venu, Michel Mazel. On aurait pu parler encore longtemps. Mais je suis prête à revenir. Je suis prête à revenir. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'était passionnant de découvrir avec vous un pan d'histoire, puis en même temps votre vie, quoi, tout simplement, la vie de la femme de l'ambassadeur. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. C'était très agréable. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.